Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. Je pense que vous devriez voir mon écran. Donc, bienvenue dans cette session. On va parler pendant 1 heure de LinkedIn et dans un contexte assez particulier qui est celui des chasseurs de tête. En fait, l'idée, c'est d'essayer de vous expliquer, de vous donner des éléments pour que vous compreniez, comme c'est indiqué sur ce que vous devez voir à l'écran, comment aujourd'hui, non, hop, voilà, peut-être que c'est mieux comme ça, comment aujourd'hui les recruteurs font du sourcing, comment aujourd'hui les recruteurs vont aller chercher des profils quand ils ont des missions sur LinkedIn. Voilà, j'admets les dernières personnes qui sont en salle d'attente. Encore une personne qui est en train d'arriver. Voilà, c'est parfait. OK, donc bienvenue à cette session. Voilà, donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est que quand on est sur LinkedIn, quand on cherche un emploi, quand on cherche une mission, parce que ce que je vous dis est aussi valable dans des contextes de management de transition, par exemple, on est un peu un numéro perdu dans la masse, comme ici, et c'est assez délicat de sortir du lot et que les chasseurs ou les personnes qui font du sourcing puissent vous trouver. Donc, rapidement, je me présente, Cyril Bédier, je fais du digital depuis 2001, à temps plein depuis 2009. J'ai été en France le seul speaker officiel de LinkedIn sous contrat avec LinkedIn en 2012-2013. J'ai commencé à parler de LinkedIn en 2011, donc ça fait quelques années maintenant, ça fait 10 ans que je parle de LinkedIn. J'interviens dans les services carrières des associations d'anciens de différentes grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Je suis intervenu dans les principaux, une grande partie des cabinets de transition de carrière qu'on retrouve à Paris. Je suis monté à plus de 250 interventions par an sur ce sujet. Voilà, donc c'est vraiment une problématique que je connais bien. C'est une de mes activités. J'ai fait aussi l'accompagnement individuel de cadres, dirigeants, entrepreneurs qui ont besoin de LinkedIn pour leur activité, soit pour la développer, soit pour retrouver des missions. Et j'ai aidé plusieurs personnes à retrouver des missions, à décrocher des entretiens, à trouver un emploi. Pas tout le monde, bien évidemment, je ne suis pas non plus un magicien, mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu des impacts très, très conséquents sur leur profil et sur leur carrière suite à mon intervention. Quelques chiffres sur LinkedIn, quasiment 100 millions de profils de plus qu'il y a un an, ça fait quasiment 3 inscrits par seconde. 48% sont actifs, ça veut dire qu'ils viennent sur LinkedIn au moins une fois par mois. Il ne faut pas oublier que ça veut aussi dire que la moitié des inscrits ne vient pas sur LinkedIn au moins une fois par mois. Parfois, on me dit, oui, je contacte des gens, je n'ai pas de réponse. Pareil, mais la moitié des gens ne vient pas une fois par mois sur LinkedIn. Donc, vous pouvez tout à fait envoyer un message à quelqu'un sur LinkedIn et cette personne ne verra votre message que dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. 5% des inscrits créent du contenu, créent du contenu ou repackage du contenu qu'ils ont lu ailleurs, qui rediffusent sur LinkedIn. Je regardais une vidéo hier soir où quelqu'un disait que la majorité du contenu, une grande partie est tout simplement traduite et repackagée de l'anglais sans forcément apporter une grande valeur par rapport à l'origine. 19% s'engagent, c'est-à-dire commentent, like, partagent, etc. Et puis surtout, 64% ne s'engagent pas. 64%, les 2 tiers des inscrits, va aller lire, mais ne va pas commenter, ne va pas liker, ne va pas partager. Et c'est assez logique, parce qu'en gros, dès que vous commentez, partagez un contenu, très souvent, vous êtes aussitôt relancé commercialement parlant par la personne qui a publié le contenu ou par une personne qui a commenté, se disant, tiens, cette personne a commenté, donc elle est intéressée. Et ça, du coup, beaucoup hésitent vraiment à s'engager aujourd'hui. En France, 22 millions de profils inscrits, 20 millions il y a un an. La recherche d'emploi, aujourd'hui, il y a 4 approches. Vous avez les annonces, tout le monde connaît. Les annonces, maintenant, vous le savez, ça passe par des outils de tri automatique ou par un tri, entre guillemets, stagiaire, c'est-à-dire on va prendre un stagiaire ou un débutant, un jeune diplômé, qui fera des critères qui fonctionnent sur des critères de tri assez basiques en fonction de l'âge du candidat, en fonction du diplôme ou d'une expérience X ou Y. Je veux un profil qui est passé par telle ou telle entreprise ou qui a telle ou telle expérience. Vous avez les chasseurs. C'est aujourd'hui 8% du marché, selon les dernières études que j'ai pu lire. Et les chasseurs vont aller faire du sourcing sur LinkedIn pour vous identifier à travers des mots-clés et de plus en plus d'automatisation. C'est-à-dire qu'un recruteur qui vous contacte n'est pas nécessairement passé sur votre profil au préalable.
Moi, j'ai encore reçu à titre personnel la semaine dernière, 2 contacts entrants de chasseurs avec des missions qui étaient totalement à côté de la plaque, une des dérives de l'automatisation. C'est-à-dire que les critères ne sont pas bien renseignés ou mal renseignés. Mon profil sort et comme le chasseur ne regarde pas les profils, je reçois un message pour une proposition qui est totalement à côté de la plaque. Pour les approcher en direct, j'ai identifié 65 000 chasseurs en France sur le marché, donc pas forcément évident de réussir à trouver. En tout cas, il y en a beaucoup, trouver les bons va être extrêmement difficile. Vous avez l'approche réseau qui peut fonctionner sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça se passe comme dans la vie réelle. Et IRL, c'est un acronyme de In Real Life. C'est le même principe. L'objectif d'une démarche réseau est de demander à chaque contact qu'on rencontre ou avec qui on échange 2 personnes auprès de qui il peut nous recommander. Et puis, vous avez l'approche directe qui fonctionne très bien, mais qui est très chronophage, qui demande beaucoup de temps. C'est un des meilleurs leviers aujourd'hui, un des plus efficaces, mais que peu de gens mettent en place parce que c'est vraiment un gros travail d'identification déjà de ces expertises et de se limiter à 1 ou 2 expertises et pas jouer à l'homme orchestre qui en a 15. Ça, c'est une très grande difficulté quand on est sur le marché. Et de trouver la bonne entreprise, de trouver le décideur, de le contacter. Ça marche très, très bien, mais il y a tellement de travail en amont que beaucoup de gens hésitent à le faire. Le programme aujourd'hui, on va parler un petit peu de chasse, d'enjeux, de ce qui vous bloque sur LinkedIn et de comment accélérer les choses. Tout ça, ça vient de 12 ans d'accompagnement. Donc, j'ai pas peut-être quelques études que j'ai pu lire, mais ça vient vraiment de la pratique que j'ai au quotidien, que j'ai présenté sur une slide précédente. Alors, et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, il n'y a pas de magie LinkedIn. LinkedIn, c'est juste un réseau social, c'est juste une gigantesque base de données, mais il n'y a pas de magie. Je vois beaucoup de gens sont très, très attentistes et s'imaginent que le simple fait d'être sur LinkedIn, de publier du contenu, de modifier le profil, va changer leur vie et va leur décrocher une mission ou un poste. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça se passe. Comme ça. Alors, quelle est la différence entre ces 2 profils? Entre ces 2 profils, quand on les regarde comme ça, c'est 2 personnes qui, a priori, sont dans la même tranche d'âge. A priori, sur la photo, je pense qu'on peut s'avancer à dire ça. 2 profils qui, tous les 2, sont directeurs financiers. Vous voyez ici, DAF, directeur financier, DAF, directeur financier, dans la même industrie. Ils sont tous les 2 dans les produits de grande consommation. PGC veut dire produits de grande consommation. Donc, après, 2 profils très semblables. Différence qu'on peut percevoir, il y en a qui a une bannière, donc il n'y en a pas. Bon, est-ce que ça fait une différence? Je ne sais pas. Il y en a qui a 37 relations, il y en a qui a 500. Tiens, on peut se dire, a priori, ce profil-là est mieux positionné puisqu'il a 500 relations que l'autre en a 37. Mais on peut se dire que Benoît est plus avancé que l'autre parce que Benoît a un titre qui est plus long. J'ai compté, il y a 11 mots dans le titre du profil de Benoît. Il y en a 7 dans ce profil. Alors pourquoi j'ai mis le nom ici et pas là? Parce que Benoît, je le connais, j'ai fait son profil, il m'a autorisé à utiliser son profil. Et l'autre ici, j'ai pris un profil au hasard sur LinkedIn. Donc voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas plus que ça. Et donc, pour la raison pour laquelle j'ai masqué son nom. Et pour autant, donc comme ça, on peut se dire, mais sur des éléments aussi basiques, aussi simples, qu'il n'y a pas grand-chose de différent, en fait, si, il y a une différence absolument fondamentale, absolument essentielle, c'est que, je vais montrer sur la slide suivante, c'est que quand vous cherchez avec une recherche de recruteur, quand vous cherchez sur LinkedIn un DAF dans les PGC, voilà les résultats. Le résultat, il est ici. Alors, il y a 2 personnes qui sortent, il y en a 2, s'il y a 2 résultats, d'accord, il n'y a que deux personnes qui sortent, il y a Benoît et pas l'autre. Et pourtant, quand on regarde ici, on se dit, je ne comprends pas, il est DAF, c'est marqué ici dans son titre, c'est PGC. Dans la recherche que j'ai faite ici, on voit bien, donc c'est pas forcément facile à dire, mais on voit bien ici à la fin que je recherche ici quelqu'un qui est DAF dans les PGC, c'est marqué dans l'URL, et donc dans les résultats, ce profil ici ne sort pas. Donc la différence, elle est fondamentale. Donc ça veut dire quoi? Derrière, il y a 2 messages. Le premier, comme je le dis extrêmement souvent pour ceux qui sont déjà venus, contrairement à ce que vous avez pu lire, entendre, je ne sais où, faire un bourrage de mots-clés dans son titre de profil n'est pas nécessairement efficace. On voit bien que cette personne a mis DAF et PGC dans son profil, dans son titre de profil. Et pourtant, quand je cherche ces 2 mots-clés, il ne sort pas. Donc, inefficacité totale dans ce cas-là de mettre ces mots-clés dans le titre de profil. Et la deuxième, on se doute bien que quand un recruteur cherche un DAF dans les PGC, eh bien, en fait, Benoît est beaucoup mieux avancé, alors que Benoît n'a pas de bannière,
pas de relation, et qu'a priori, on peut se dire, bah, le profil est assez basique. Ouais, peut-être qu'il n'a que 37 relations et pas de bannière sur son profil. Néanmoins, quand on cherche son expertise, un DAF dans les PGC, il y a 2 profils qui ressortent, dont le sien. Et c'est vraiment ça. Il faut juste visualiser le recruteur qui est dans son bureau, qui est en train de faire du sourcing sur LinkedIn. Il fait sa recherche. Moi, j'étais recruteur pendant 2 ans, donc je connais un petit peu le truc. Je fais cette recherche, je trouve 2 personnes et il y en a un des 2 précédents qui n'est pas là. Et on se doute bien que dans la suite des choses, pour décrocher une mission, pour avoir un entretien, pour avoir un poste, Benoît est beaucoup mieux positionné que l'autre profil parce qu'il va sortir dans les résultats quand on cherche ses compétences, alors que l'autre ne sortira pas. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. J'ai encore vu une vidéo hier d'une personne qui avait enregistré un webinaire qu'elle faisait sur les chasseurs en expliquant tout ce qu'il y avait à faire sur le profil. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire sur le profil, mais elle avait oublié une chose essentielle dans sa vidéo, c'est que pour qu'un recruteur voit votre profil, pour qu'un recruteur voit votre expertise, votre parcours et qu'il puisse éventuellement vous contacter, il faut au départ qu'il vous trouve. Vous pouvez avoir un profil super optimisé avec un super parcours, une super expérience, cocher toutes les bonnes cases du profil, faire tout ce qu'on vous a dit, mettre un titre avec des mots-clés, renseigner la rubrique info, mettre une bannière, une belle photo, personnaliser l'URL, etc., etc., faire tout ce que vous voulez. Si, quand un recruteur cherche vos compétences, il ne vous trouve pas, il ne se passera rien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent oublié dans des conférences, webinaires, formations, articles, etc., où on parle d'optimisation de profil. On oublie juste une chose, c'est qu'à la base, il faut que le recruteur arrive à votre profil. Si vous n'apparaissez pas dans les résultats, vous n'existez pas et donc il ne se passera rien derrière, même si vous avez un profil super optimisé. Alors, la chance en France, aujourd'hui, donc j'avais lu cet article il y a quelques temps, ça a peut-être changé un petit peu avec la pandémie, mais à l'époque, la chasse de tête, c'était 10 à 20%. Il faut savoir, moi j'ai quelques clients chasseurs de tête, c'est un marché qui se contracte structurellement tous les ans. Indépendamment de la situation qu'on vit depuis début 2020, la chasse de tête est un marché qui se contracte tous les ans. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises réinternalisent le recrutement pour des raisons économiques, parce que beaucoup considéraient que la chasse était du sourcing, mais que finalement, avec LinkedIn pour sourcing, pourquoi faire appel à de la chasse? Moi, j'ai rencontré l'année dernière le DG d'une PME qui fait 200 millions. Il m'a dit, moi, c'est terminé. J'ai quatre recruteurs en interne. J'ai pris une licence recruteur à chacun. Ça me coûte 35 000 euros, 40 000 euros à l'année et pour 4 personnes. Et ça m'évite des frais de chasse de 50 000 euros par chasse. Donc c'est un marché qui se contracte tous les ans. Faut avoir conscience de cet état des faits. Alors quand on dit ensuite que, comme j'ai dit au démarrage, la chasse c'est 8% du marché en France, c'est 8% du marché global. Il est certain qu'à partir d'un certain, comme c'est marqué ici, à partir d'un certain âge et d'un certain niveau de poste, bien évidemment, la part des chasseurs va être nettement supérieure à 8%. Moi j'ai des gens qui me contactent à 28-30 ans en me disant oui, j'aimerais bien être visible de chasseur. Après, c'est assez rare qu'on fasse appel à un chasseur pour des gens qui ont 5 ans d'expérience ou moins. Généralement, c'est plutôt 10 ans d'expérience ou au-dessus, à part quelques expertises particulières. On ne va pas prendre de chasseurs pour aller recruter des personnes qui ont une première ou une deuxième expérience. En revanche, on sait très bien passer un certain seuil de responsabilité, de rémunération, de hiérarchie, etc., bien évidemment, la part de la chasse va être nettement supérieure à 8%. C'est une moyenne sur le marché. Et le premier à m'alerter ça, c'est un associé d'un cabinet d'placement qui m'a dit oui, tout le monde dit que c'est 8%, mais en fait, pour les gens qu'on accompagne, et eux, c'était un cabinet d'placement qui n'accompagne que des cadres qui sont au moins 150 cas de fixe annuel, effectivement, dans cette population-là, très clairement, la chasse représente bien plus de 8%. Alors, ce qui me surprend, moi, dans ce que je constate avec tous les gens que j'ai au téléphone, c'est que la chasse est une très grosse préoccupation, c'est-à-dire que beaucoup de gens m'appellent en me disant je ne suis pas assez visible, je ne suis pas assez contacté de chasseurs, j'ai pas assez de demandes entrantes de chasseurs pour effet. Donc, c'est une très, très grosse préoccupation pour, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être 15% du marché sur les populations concernées.
Les obstacles qui vont bloquer sur le profil, là je vais être très très direct, c'est vraiment ce qui bloque, c'est-à-dire tout ce que je vois sur les profils et qui fait en sorte que les chasseurs auront du mal à vous repérer. Premier obstacle, c'est une très grande difficulté à se présenter. Très souvent, en fait, et c'est ce que j'ai fait moi au départ quand j'ai créé mon profil en 2005 ou 2006, en 2006 je crois, j'ai pris mon CV, j'ai fait un copier, j'ai copié-collé et j'ai fait mon profil LinkedIn. C'est pas comme ça que ça marche. Un profil LinkedIn, ce n'est pas un copier-coller du CV. Absolument pas. Si vous faites un copier-coller du CV, vous êtes sûr d'une chose, ça ne marchera pas. Il y a une différence essentielle entre les deux. Essentielle. Le CV, vous l'envoyez en spontané, éventuellement en offre de service ou en réponse à une annonce. Le profil, il faut qu'on le trouve. Donc c'est totalement différent. La manière dont on se présente pour donner envie à celui qui reçoit le CV de nous donner un entretien et la manière dont on se présente pour qu'une personne qui cherche nos compétences nous trouve est radicalement différente. Donc il faut clairement adapter son profil à la spécificité de LinkedIn, qui est que bien évidemment, il faut vous présenter, dire qui vous êtes, mais il faut au préalable penser à comment est-ce que le recruteur va vous chercher sur la plateforme. Alors, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai mis ici. Le CV, c'est comment je me présente. Le profil, c'est comment on va me chercher. Ça, c'est vraiment une différence essentielle à comprendre. Et aujourd'hui, dans les gens qui m'appellent pour l'accompagnement personnel, peut-être que 90 ou 95% ont un CV et pas un profil. C'est ce que je dis à chaque fois. Écoutez, oui, je vois votre CV, mais effectivement, ce que vous avez fait, c'est un CV, ce n'est pas un profil. Le profil n'est pas structuré à il faut que je me rende visite d'un recruteur. Comment est-ce que un recruteur va chercher les compétences qui sont les miennes pour me trouver sur LinkedIn? Et la clé, elle est vraiment là. Elle est de réussir à comprendre ça. Autre point, c'est que le candidat sait toujours tout faire. Il sait tout faire. S'il ne sait pas tout faire, il peut tout faire. Beaucoup de gens, j'ai encore quelqu'un récemment qui est depuis 25 ans dans la même industrie et qui m'a dit, ouais, mais j'aimerais aussi changer d'industrie. Ah, ouais, mais il faut être clair, aujourd'hui sur le marché, 25 ans dans le même secteur, expliquer à un recruteur que vous voulez changer, ça va être très très compliqué. Parce que lui, le recruteur, à côté de votre profil, il va en avoir 10 qui sont dans son secteur depuis déjà 25 ans. Pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque de prendre quelqu'un hors secteur? Ça peut arriver, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Le recrutement, c'est la réduction du risque. Si on a 10 profils qui viennent de son secteur, spontanément, on aura beaucoup plus confiance que quelqu'un qui vient d'un secteur annexe. Et moi, c'est la question que je pose à chaque fois aux dirigeants que j'ai au téléphone, qui me disent, oui, non, je n'ai pas fait ce secteur, mais je sais très bien que je pourrais faire. Les clés sont quasiment les mêmes que de là où je viens. D'accord. Rappelez-vous, il y a 6 mois, vous étiez en poste, vous recrutiez. Un candidat vous appelez avec un super profil venant pas de votre industrie et vous avez à côté 5 CV qui viennent de votre industrie, vers lequel vous allez. Ah ben, ceux qui viennent de mon industrie. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que quand c'est vous qui êtes sur le marché, le recruteur qui est dans votre situation de 6 mois ait un point de vue différent du vôtre? Il fera comme vous faisiez il y a 6 mois, vous, quand vous étiez en situation de recruter. Vous alliez naturellement vers une personne qui vient de votre secteur et vous pensez que quand vous êtes maintenant passé du côté candidat, le recruteur va avoir un comportement différent du vôtre et va aller chercher quelqu'un hors secteur. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même pas le plus fréquent, surtout sur le marché français qui est un petit peu sclérosé de ce côté-là. Et donc, le candidat se présente comme je sais faire, je sais tout faire. Moi, j'ai des profils dans lesquels il y a marqué sur le titre du profil directeur général, / directeur de BU, / directeur de filiale, / directeur financier, / directeur des opérations, / secrétaire général, / B2B, / B2C, / B2B2C. Bah non, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est pas clair, c'est pas crédible. C'est pas audible par celui qui est en face. Même si c'est une réalité de l'expérience, ce n'est pas audible et compréhensible de celui qui est en face. Et n'oubliez pas que le recruteur qui est en face, il a à côté de votre profil 5, 6, 8, 10 profils qui vont cocher toutes les cases. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré une équipe des anciens de l'ESSEC qui s'occupe de tous les anciens ESSEC qui sont indépendants, qui se repositionnent sur des métiers de conseil, etc. La toute première chose qu'ils font, le tout premier atelier de tous les anciens ESSEC qui rentrent dans cette structure, pour être accompagnés dans le processus généralement de passage du salariat au freelance, indépendant, consultant, coach, etc.,
Ils m'ont dit c'est la technique du Jivaro. Réducteur de tête, on se concentre sur son domaine d'excellence. Encore un autre dirigeant que j'accompagne, quand le premier rendez-vous, il me dit oui, moi je me positionne là-dessus, ou là-dessus, ou là-dessus, ou là-dessus, sachant que dans les 5 secteurs qu'il m'avait donnés, il avait effectivement passé par les 5 secteurs, mais depuis 7 ou 8 ans, il était dans un des secteurs. Toutes les touches qu'il a, c'est uniquement dans le secteur dans lequel il est dans le secteur dans lequel il est depuis ces dernières années. Les secteurs qu'il a fait en début de carrière, il a effectivement fait des expériences dans les 5 secteurs de son profil, mais tout ce qu'il a fait avant sa dernière expérience, il n'a absolument aucune touche. 0 retour, 0 réponse. Pour les mêmes postes dans le secteur duquel il sort, il a des retours. Donc, pensez à ça. Je sais que c'est extrêmement difficile. Moi-même, j'ai été sur le marché 3 fois. J'ai eu 3 licenciements économiques. Donc, j'ai été 3 fois sur le marché dans ma carrière salariée. J'ai énormément de mal à faire ça. Si demain, j'étais sur le marché, j'aurais énormément de mal à dire mon expertise, c'est ça. Et pourtant, c'est ce qui fonctionne. N'oubliez pas qu'une personne qui vient sur votre profil reste moins de 10 secondes. Un recruteur, c'est 6 secondes. Si en 6 secondes, il y a 15 messages disons je suis DAF, / directeur des opérations, / directeur de BU, / DG, / DGA, il ne sait pas à qui il a affaire, il s'en va. Si en plus vous mettez faites du B2B et du B2C et du B2B2C, là c'est fini, et il est perdu. C'est 6 secondes, 6 secondes 2. Alors, vous avez 6,2 secondes pour que le recruteur qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, qui n'a jamais entendu parler de vous, en arrivant sur votre profil, se dise c'est celui que je veux. C'est beaucoup plus simple de créer cette réaction, cet effet, c'est pour moi, s'il y a un message simple, une proposition de valeur, voire 2, mais passer à 5 positionnements différents, ça ne marche pas. L'esprit l'humain n'est pas capté pour comprendre 5 messages différents quand on arrive sur une page comme ça. Et c'est ce que me disait un dirigeant la semaine dernière, vendredi. Il m'a dit, oui, j'ai un de mes potes qui est un vrai communicant. Il m'a dit, non, c'est un message. C'est exactement ça, c'est un message. Et très souvent, non, c'est je sais tout faire, je peux tout faire, je pourrais tout faire, je veux tout faire. Non, ce n'est pas du tout ce que veut la personne qui est en face et qui est en situation de vous recruter ou de vous confier une mission. Voilà, donc on a des profils aussi, on va arriver dessus. Là, c'est aussi pas très clair sur le projet. C'est-à-dire, le message, ça va être je veux un poste, mais j'accepte une mission. En attendant, je vais faire du conseil. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alors, je comprends très bien la réalité de la situation. Effectivement, la plupart des gens qui sont en transition veulent retrouver un poste, mais ils ne diraient pas non à une mission. Et en attendant, ils font du conseil. C'est une situation qu'on voit, il y a des dizaines de personnes concernées. C'est la réalité, mais ce n'est pas parce que c'est votre réalité que ça doit être l'information présente sur votre profil. Le recruteur qui arrive sur un profil et qui voit quelqu'un qui est j'aimerais bien un poste, mais je prends une mission en attendant, je vais faire du conseil. Là encore, le message n'est pas clair. Donc, il faut, en fait, le profil LinkedIn ne va pas servir à je veux un poste plus une mission plus du conseil. Non, il va servir à expliquer ce qu'on cherche principalement et on va utiliser d'autres canaux pour les autres projets. On peut difficilement avoir 3 projets à la fois. La plus grosse erreur étant ceux qui vont, pour combler un trou sur leur profil, parce qu'ils ont quitté leur poste il y a quelques mois, vont mettre qu'actuellement ils sont consultants. Oui, bien sûr, bien évidemment, ça c'est clair. Vous êtes consultant aujourd'hui, si vous êtes consultant, vous n'êtes ni DSI, ni DAF, ni DRH, ni rien du tout. Vous êtes consultant. Donc la perspective de ressortir, quand on cherche un directeur marketing, un directeur commercial, un chef de projet, un responsable communication, un responsable RH, alors que sur votre profil, vous êtes consultant, c'est 0. Et le recruteur qui arrive sur votre profil verra, tiens, il est consultant, je passe au suivant. Pourquoi ? Parce qu'il s'il est parti dans une mission de conseil et qu'il est consultant aujourd'hui, c'est que finalement, il a changé il s'est réorienté, il n'a pas nécessairement envie de revenir sur le salariat, donc je laisse à sa mission de conseil. Donc, comme le disait Hervé Baumlar, que vous connaissez peut-être en commentaire d'un article que j'ai fait là-dessus il y a quelques mois, on met consultant sur son profil quand on est consultant. On n'est pas consultant en bouche-trou pour meubler une période de transition. Il y a d'autres moyens de faire ça que de mettre qu'on est consultant sur son profil. Si le projet n'est pas clair, c'est exactement ce que je mets là. Hop, on clique, on va ailleurs. Alors, soit sur votre profil, vous avez laissé les autres pages consultées, et dans ces cas-là, on va voir un profil concurrent, on va cliquer dessus, on vous a perdu. Soit on fait un petit clic sur la souris, on retourne sur la page de résultats, et on va voir le profil suivant, mais vous avez perdu la personne qui est venue sur votre profil.
Deuxième obstacle, difficulté à communiquer. Et c'est vrai que c'est pas évident sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut publier quand on cherche un emploi? Est-ce que c'est efficace? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, puis aussi, là, je cherche un boulot, mais aussi, il faudrait que je publie. Est-ce que c'est ce qui est le plus efficace? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai jamais entendu un recruteur dire, tiens, il faut que je trouve un DSI, je vais aller voir des articles sur LinkedIn, voir qui parlent du cloud et de l'IA et de la blockchain. Et par rapport à ça, dans tous les gens qui ont publié, je vais quels sont ceux qui ont un truc intéressant à dire et je vais les contacter pour la mission que j'ai en cours. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un recruteur ne va pas se compliquer la vie comme ça. Il va juste rentrer ses critères dans LinkedIn et il va fonctionner comme moteur de recherche. Il ne va pas aller lire du contenu pour trouver un candidat. Donc, publier quand on cherche du boulot, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément plus efficace. Quand on cherche une mission, c'est un petit peu différent, mais quand on cherche un emploi, publier, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. L'approche directe, qui est beaucoup moins utilisée, est à mon avis beaucoup plus pertinente à mettre en place que la publication. Et puis, publier, on fait quoi? On fait un post ou un article. Il y a les deux possibilités sur LinkedIn. Alors, le gros avantage du post, c'est que c'est facile à faire, 3000 caractères. Donc c'est simple, ça viralise assez facilement. LinkedIn aime bien. On met un petit sondage pour booster le truc, ça fait encore monter le nombre de vues. Mais le problème du post, c'est que pour aller passer une expertise, une vraie expertise, ou pour passer un business case en 3000 caractères, c'est pas possible. En 3000 caractères, on peut faire du snacking content, prêt à consommer, qui va se dire très rapidement. Mais rentrer dans le fond, dans les détails, montrer sa valeur ajoutée en 3000 caractères, c'est super compliqué. Donc, on fait un article. Mais le problème de l'article, c'est que LinkedIn les bloque complètement. LinkedIn a bloqué complètement la diffusion des articles il y a 2 ans. Donc, le choix, il est extrêmement complexe entre post et article. Alors moi, j'ai fait le test la semaine dernière. Ça faisait des mois que je publiais que des posts tous les jours. Et ben, sincèrement, j'ai eu beaucoup plus de retours, mais concrets, pas des retours, des likes et des commentaires, pas le sujet, des retours concrets, dont des contacts noués, avec ensuite un échange qui s'est entamé par la messagerie. J'ai eu beaucoup plus de retours avec mon article de la semaine dernière qui a fait, je ne sais plus, quelques dizaines de vues. Il faut que je retrouve ça. Hop, je vais vous mettre ça ici. Donc, ça, LinkedIn a changé d'interface ce matin. Voilà, l'article est ici. Voilà, donc j'ai rien à cacher ici. Voir les stats. 320 lecteurs, pas 320 lecteurs. 320 personnes arrivées sur la page de l'article. Est-ce que les personnes n'ont lu ou pas? Je ne pense pas que les 320 aient lu tout ça. C'est quand même assez long. Il y a un petit peu de contenu derrière. Mais là-dedans, en fait, 3 leads entrants. Grosse boîte, télécom, énergie et grande conso. 3 leads entrants avec qui j'ai commencé à discuter et échanger dans la messagerie. Je peux vous dire que j'ai publié en cumulé des posts qui ont eu plus d'1 million de vues sans qu'il y ait 3 demandes entrantes. Donc, voilà, est-ce qu'il vaut mieux faire un article ou des posts? Je laisse chacun à la réflexion, mais a priori, l'article, même s'il est coupé par LinkedIn, n'est pas forcément inintéressant. Et puis, si vous publiez un post, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un post texte, un post vidéo, un post image, un post avec un carrousel. Encore, LinkedIn a supprimé les stories, mais il reste encore une variété de formats qui est assez diversifiée, en fait. Et la problématique, toujours, c'est bien de faire un post, mais le post, moi, je voudrais ramener à mon CV, je voudrais ramener à un webinaire, je voudrais ramener à une offre et quelque chose. Ah, mais le problème, c'est que quand on met un lien dans son post, LinkedIn coupe la visibilité et c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Et puis, comment est-ce qu'on joue sur le dwell time? Le dwell time, c'est la mesure du temps passé sur le contenu. Comment est-ce qu'il y a un critère pris en compte par LinkedIn, comment est-ce qu'on fait pour l'augmenter et que les gens aient envie de passer du temps sur nos contenus parce que LinkedIn va valoriser ça dans la diffusion du contenu. Donc, extrêmement compliqué. Quelques conseils par rapport à ça, dans les dérives que je vois sur LinkedIn, c'est ceux qui vont s'amuser à mettre beaucoup de mots-clés dans leur nom. On va voir un Bernard Dupont et dans le nom de famille, il y aura marqué DSI Cloud IA Blockchain. Vous l'avez peut-être vu. Alors, sachez déjà que ça ne sert absolument à rien. C'est interdit par LinkedIn. Voilà, c'est ça. J'en parle parce que c'est inefficace. C'est-à-dire que
Un nom de famille, c'est un nom de famille. Donc, ce n'est pas un son de recherche de mots-clés. Donc, vous n'allez pas plus ressortir parce que vous allez mettre des mots-clés dans votre nom de famille. Ça ne sert absolument à rien. C'est interdit par LinkedIn. Donc, vous pouvez tout à fait, on est sur le papier, c'est pas arrivé souvent, mais sur le papier, on peut tout à fait avoir LinkedIn qui va vous dire, vous avez mis des mots-clés dans votre nom de famille, c'est interdit, on ferme votre compte ou on le suspend. Un petit peu dommage. Voilà. Et puis, cela, ce n'est pas forcément quelque chose de super clair. Attention aussi au titre de poste, au titre de profil, pardon. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a énormément de contenu, d'articles, de vidéos, de podcasts, de je ne sais quoi, qui vont vous dire de mettre vos mots-clés dans votre titre de profil. Dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement efficace. En tout cas, pour ressortir dans le moteur de recherche. C'est efficace en termes d'image, en termes de message. Dans les 6 secondes où le recruteur est sur votre profil, oui, c'est efficace d'avoir un message super clair dans le titre du profil. Maintenant, espérer ressortir dans le moteur de recherche à travers ça, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Ce n'est pas une recherche naturelle de recruteur. Troisième obstacle, c'est sur l'approche directe, c'est trouver les recruteurs. Alors, trouver les recruteurs, déjà, il faut penser à aller chercher sur LinkedIn des chasseurs, il y en a 2400, des executive search, il y en a 660. J'ai regardé tout ça hier soir. 673, des chargés de recherche, il y en a 6000, des headhunters, il y en a 506, des headhunters en 2 mots, il y en a 553. Et j'ai encore pas mis les consultants en recrutement, j'ai encore pas mis les associés, les partenaires, les directeurs de practice. C'est extrêmement compliqué. Parce que l'objectif du chasseur sur LinkedIn, bien évidemment, c'est de trouver des candidats, mais la raison fondamentale pour laquelle le recruteur est sur LinkedIn, ce n'est pas pour être en contact avec des candidats, c'est pour être en contact avec des donneurs d'ordre. 100% des cabinets de chasse avec lesquels j'ai travaillé, c'est pas comment trouver. Bien évidemment, il y a eu quelques formations des équipes de recherche sur comment bien utiliser LinkedIn, mais la préoccupation du cabinet, pas les préoccupations des chargés de recherche, la préoccupation des cabinets, c'est d'être visible de donneur d'ordre. C'est que quand un décideur en entreprise dit tiens, on va prendre un cabinet pour telle mission, c'est d'être visible à ce moment-là. Et donc, vous avez beaucoup de chasseurs qui aujourd'hui ne sont pas chasseurs. Ils sont directeurs de practice, ils sont associés du cabinet X ou Y, ils sont partenaires, etc. Et donc, ceux-là sont extrêmement difficiles à identifier. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Puis alors, pour trouver les 2400 chasseurs, une fois que vous les avez, vous faites quoi? Vous allez voir 2400 profils, les uns après les autres, pour trouver la personne qui est dans la bonne cabinet, dans la bonne practice. C'est extrêmement compliqué. Pour ça, sur LinkedIn, il faut maîtriser ce qu'on appelle les requêtes booléennes, les or, les and, les not. Voilà, je mets ça à l'écran, je vous laisse comme ça dans la vidéo replay, vous aurez le temps de regarder. Voilà, mais il faut vraiment maîtriser ça. Sur l'approche directe de chasseur, il faut maîtriser ça. Et puis, le dernier point pour les chasseurs, c'est que quand vous voulez les contacter, dans les messages d'invitation, vous avez 300 caractères. 300 caractères pour dire bonjour avec son nom, son prénom, formule de politesse, il ne vous reste pas grand-chose au milieu pour expliquer qui vous êtes, ce que vous cherchez. Donc là, je vous ai mis un exemple de message. J'ai pris un prénom non exprès. Là, ça tient. Dans les 300 caractères, ça tient, sans problème. Donc, vous en inspirez. Et ce message-là, en fait, moi, j'avais contacté sur un test, j'avais contacté 80 chasseurs. J'ai eu, qui n'étaient pas dans mon réseau, donc que des niveaux 2, pas de niveau 3, pas de niveau 1, que des niveaux 2. 80 chasseurs, j'ai eu 40 chasseurs qui ont accepté l'invitation et j'ai eu à l'époque, je ne sais pas, une dizaine d'entretiens, simplement sur ce message. Donc là, vous avez un exemple de message qui peut vous aider, vous en inspirer pour faire de l'entrant, enfin du push vers des chasseurs. Alors, les chasseurs, la première chose, c'est pour que les chasseurs vous trouvent, parce que là, je vous ai donné plein d'obstacles, et là, certains se disent, les gentils bladiers, mais ils nous expliquent tout ce qui ne va pas. Maintenant, ce serait bien qu'on ait quelques conseils sur comment il faut faire. Alors, on passe à cette partie-là. Ça, c'est quoi? Ça, vous connaissez ces outils qui font des nuages de mots-clés. Ça, c'est un profil. C'est que quand la personne m'appelle, voilà mon profil LinkedIn, ça ne marche pas. Bah oui, effectivement, quand ce qui sort du profil, c'est international, sales, les compétences, management, dev, voire 2 en diplôme, recommandation. Là, si quelqu'un peut me dire quelle est l'activité de cette personne, quel est son métier, bravo. Moi, je ne sais pas. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ça, malgré tout, ça renvoie une image de ce que donne le profil. Et quand le dirigeant me contacte avec ça et me dit « j'ai pas de résultat », bah oui, c'est tout à fait normal. Et quand on le même profil, quand on l'a retravaillé, quand on a optimisé, ça donne ça.
Voilà, là, clairement, on comprend que il y a un rôle de management commercial dans le domaine de la télé sur les marchés français et espagnols. On voit bien ici French, Spain, business, management, sales, digital, international, mission, résultats, etc. Voilà, ça, c'est le même profil, hein, c'est la même personne, avant, après. Donc ça, c'est pour vous dire que euh, votre profil, si vous le travaillez, entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qui sera demain, il peut y avoir un vrai impact. Parce que ça, au-delà de l'image qu'on voit ici, ça veut aussi dire que derrière, on a un profil qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible. Et cette vision en une image, et pour moi, est beaucoup plus claire. Si je vous montre un profil LinkedIn en disant, bah voilà ce qui a été fait, ce n'est pas forcément très visible. Moi, j'ai l'œil, je fais ça depuis plus de 10 ans, c'est très facile. Mais je trouve qu'avec cette image-là, on se rend bien mieux compte de voilà le profil avant, voilà le profil après. Là, on voit bien qu'effectivement, une optimisation de profil apporte des résultats et clairement, on gagne dans lisibilité. Alors, Jean-Charles me dit comment outre ce type d'outil, comment inspirer notre profil pour voir les mots qui en ressortent. Jean-Charles, alors moi, j'avais fait ça avec un outil qui fonctionnait en SaaS, que maintenant, il faut installer sur son PC, qui s'appelle Wordle, W-O-R-D-L-E, wordle.net. Donc maintenant, c'est un petit logiciel à installer sur son PC, sauf si vous avez un PC de bureau, parce que très souvent, les PC de bureau, il y a des outils anti-JavaScript et qui font que ça risque de ne pas fonctionner. Donc ça, c'est possible que ça ne fonctionne pas sur votre PC. Sinon, l'avantage de Wordle, c'est que c'est le plus simple, c'est le plus clair, c'est plus discriminant entre ce qui sort bien et ce qui ne sort pas. Et, euh, et, euh, on peut enlever les mots qui ne servent à rien. Par exemple, au départ, moi, pour y voir plus clair, quand je suis sur Wordle, je vais enlever du, des, voire, je vais retirer tous ces mots qui ne servent à rien pour voir ce qui ressort. Mais sur un premier jet, c'est ce que ça donne. Et sinon, si Wordle ne fonctionne pas, vous allez sur Google ou sur Bing, vous cherchez Word Cloud Tool, et vous avez plein d'outils qui seront moins efficaces que Wordle. Alors, c'est purement algorithmique, hein, il n'y a pas de compréhension, etc. C'est lié à un nombre d'occurrences, à une disposition dans le profil, etc. Donc, mais ça donne une image assez intéressante de l'image que peut envoyer votre profil. Et très souvent, moi j'ai fait ça des dizaines de fois. Quand on fait ça, on voit que le profil est à côté de la plaque, qu'il n'est pas sur le bon positionnement, qu'il n'est pas sur le bon message, qu'il n'est pas sur le bon métier. On voit des profils qui, en fait, ne sont que des plaquettes pour l'ancien employeur et qui, donc, très concrètement, ne donneront absolument aucun résultat. Donc ça, c'est intéressant de faire cet état des lieux. Après, c'est super simple. Vous allez sur votre profil, vous prenez la souris, vous sélectionnez tout votre profil, faites un clic droit, vous copiez, vous collez dans votre outil et ça vous sort de l'image de mots-clés tout de suite. C'est vraiment très simple. Comme la suite de votre question, c'était comment inspirer les mots. Avec votre souris, vous sélectionnez, copiez-coller dans l'outil. C'est extrêmement, extrêmement simple. Alors, chose suivante, qu'est-ce qu'un chasseur? Regarde, en 5 secondes, ça tout à l'heure, je vous ai dit, un chasseur, c'est moins de 6 secondes. Et donc, j'ai fait pendant plusieurs années des conférences en duo avec un chasseur qui vient de ressortir pour la deuxième année consécutive dans le classement des échos des 30 meilleurs cabinets de chasse en France. Alors, ce que le recruteur va regarder en premier lieu, bien évidemment, votre photo, et le titre de profil. Et c'est là que le titre de profil, il est important. Le titre de profil dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'est pas vital pour le moteur de recherche, mais il est vital pour le recruteur. Pourquoi? Parce qu'en arrivant sur votre profil, dans les 6 secondes, le recruteur voit votre photo, votre titre, et tout de suite, il y a un message qui passe et il se dit, tiens, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Et c'est là, il faut rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que dans ce titre, il faut créer un effet, c'est pour moi. Il faut que le recruteur qui voit votre titre se dise ce profil, c'est pour moi, qu'il a envie de vous contacter. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas mettre 25 mots-clés thématiques différents, c'est rentrer en focus sur une expertise particulière. Mon métier, c'est ça. Et voilà le contexte dans lequel je le fais. Voilà la valeur ajoutée que je vais apporter. Voilà l'élément personnel que je rajoute dans cette expertise. Voilà en quoi, en tant que chef de projet, marketing, responsable RH, je ne sais quoi, je suis différent des 450 autres que vous allez trouver dans LinkedIn. En deux, lui, ce qu'il regarde, c'est votre activité. Et au-delà de l'activité, c'est est-ce que vous réussissez à générer de l'engagement, surtout parce qu'il est positionné sur des dirigeants et qu'il y a plus d'attentes en la matière sur des dirigeants que sur des non-dirigeants, cette capacité à publier et générer de l'engagement derrière. Troisième chose, votre dernière expérience.
okay, ou votre poste actuel ou dernière expérience. Quatrième point, votre formation. Et cinquième point, un coup d'œil au résumé. Et ça va très vite. Il arrive sur le profil, tac, tac, on voit ça tout de suite. Hop, on descend l'activité. Alors maintenant, la plateforme a changé ce matin, donc c'est un petit peu moins visible. Mais quel est le dernier poste, la formation et les début du résumé. Toujours Jean-Christophe Jocom me demande une question super pertinente. Est-il plus pertinent dans le titre de mettre ce que l'on est sur le plan pro ou ce que l'on veut comme poste? Marocco, qui vient des échanges que j'ai eus avec les différents cabinets de transition dans lesquels j'interviens, c'est de mettre le poste qu'on cherche. C'est-à-dire que rien n'empêche un directeur financier qui cherche un poste de directeur général d'aller mettre dans son titre de profil directeur général. Il ment pas. Ce n'est pas l'expérience. L'expérience, elle vient en dessous. Et dans l'expérience, il met qu'il est directeur financier. Néanmoins, dans le titre, il met qu'il est directeur général. Et c'est après le travail du chasseur de dire est-ce que ce profil est pertinent par rapport à la recherche qui est faite. Donc, on peut tout à fait, c'est même recommandé, de mettre dans son titre, justement, comme le titre est peu indexé, c'est ça l'avantage. Comme il est peu indexé, ça ne va pas perturber les choses, mais au moins en arrivant sur votre profil, le recruteur saura où vous voulez aller. Si vous êtes DAF et que vous restez DAF, vous voulez être DAF. Mais si vous êtes DAF et que vous voulez passer DG, ce qui est assez légitime, il y a beaucoup de DG qui sont d'ex-DAF, dans ces cas-là, vous le mettez dans votre titre de profil. Le titre de profil, c'est ce que vous recherchez. Et l'expérience, après, va servir à justifier ou non ce que vous recherchez dans votre projet professionnel. Alors, ensuite, autre conseil, le meilleur moyen que je connaisse de vous rapprocher de ce que les recruteurs veulent, de ce qu'ils cherchent, c'est les annonces. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été recruteur pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais recruteur, mais j'ai fait du recrutement pendant beaucoup plus que ça. Parce qu'après, quand j'étais directeur commercial, directeur de BU, directeur régional, je fais beaucoup de recrutement. Mais pendant 2 ans, j'ai fait, je faisais de la force de vente externalisée. Donc, j'ai recruté des dizaines, j'ai fait passer des dizaines d'entretiens de commerciaux, managers des ventes, directeurs régionaux, chefs de vente, etc. Et j'ai recruté des dizaines de commerciaux sur différentes missions de force de vente externalisée. Donc, des annonces, j'en ai passé énormément. À l'époque, moi je me souviens, tout passé par le Figaro, l'Express, etc. On arrivait au bureau, on avait 450 CV à lire. Voilà, il fallait traiter tout ça. Mais là, en fait, dans l'annonce, le recruteur exprime ce qu'il cherche, ce dont il a besoin. Donc l'idée, pour moi, c'est pas tant de mettre en avant ses compétences que de regarder par rapport à des postes qui nous intéressent ce que les recruteurs cherchent. Donc, de cette manière, de partir de la demande et ensuite de voir comment son profil fait écho à cette demande. Mais c'est pas, je prends mes compétences et je les mets en avant. C'est par rapport à mon projet. Je cherche des offres qui correspondent à ce que je recherche. Dans ces offres, je regarde ce que les recruteurs cherchent et je vais ensuite comparer avec mon profil et voir quelles sont les compétences recherchées par les recruteurs que j'ai dans mon profil. Et c'est comme ça qu'il y a des résultats. Moi, c'est ma méthodologie. Toutes les personnes que j'accompagne, c'est ce que je fais. Je leur demande de me fournir des annonces parce que ce n'est pas à moi de les trouver. Je ne sais pas quelle annonce est pertinente pour chacun. Mais après, je vais lire chaque annonce avec mon œil d'ex-recruteur, sélectionner ce qui est pertinent. Et après, je vais dire à la personne que j'accompagne, voilà, dans votre profil, il y a X% des compétences qui sont présentes et tout ça qui n'est pas présent. Et je vais vous dire quelque chose qui me surprend encore à chaque fois. Même si j'ai encore eu cas récemment sur un profil qui me paraissait extrêmement complet. À la première lecture, je me suis dit waouh. Et pour que je me dise waouh sur un profil, c'est quand même c'est assez rare. Donc le profil très bien fait. Mais le verdict pour moi, ça a été quand j'ai fait ce travail à partir des annonces que cette personne m'a envoyées, même avec son profil que je pensais super optimisé, sur les 4 annonces qu'il m'a envoyées, j'ai eu, je ne sais plus, 80 ou 90 mots-clés intéressants à mettre. 70% n'étaient pas sur son profil. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous avoir du résultat? Comment voulez-vous être trouvé par des recruteurs si sur votre profil, vous n'avez que 25 à 30% des compétences que les recruteurs cherchent? Ça veut dire que le recruteur va chercher avec ses critères
C'est de vous dont il a besoin, mais il ne vous trouvera pas parce que dans votre profil, vous n'avez pas pensé une seconde à cette question fondamentale. Qu'est-ce que cherche le recruteur? Qu'est-ce que je dois mettre dans mon profil pour que le recruteur me trouve? Et ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui arrivent à comprendre ça, qui arrivent à comprendre vraiment ce qui est pertinent pour les recruteurs, ce que les recruteurs cherchent, qu'on va mettre en avant sur le profil. Très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, ces profils-là, en quelques semaines, ont retrouvé. Alors pourquoi pas systématiquement? Parce qu'après, il y a d'autres critères totalement subjectifs qui vont rentrer en ligne de compte, du type je veux un homme, c'est une femme, je veux une femme, c'est un homme, il est trop jeune, trop vieux, trop ceci, pas assez cela. Alors on sait très bien que le recrutement est le royaume du subjectif. Mais au moins, la différence, c'est que les profils seront ressortis, qu'ils auront pu être pris en compte, alors que si ce travail d'analyse préalable n'est pas fait, les profils ne seront jamais pris en compte et jamais présents dans les résultats. Donc, pensez à faire ce travail d'analyse à partir des annonces qui vous correspondent. Là encore, vous pouvez faire le même travail. C'est un peu, c'est moins efficace que le travail manuel, mais vous prenez l'annonce, ça c'est l'annonce, cette annonce qui est ici en image. Voilà, vous avez des idées, tiens, dans cette annonce, ce qui est important, c'est scientifique, conduite, projet, collaboration, identité, collaboratif, maker, études, transformation, innovation, agilité, diagnostic. Et voilà, et on va recenser des mots-clés qui paraissent pertinents, qu'on va pouvoir reprendre dans son profil. Pourquoi c'est moins efficace que de le faire à la main? Parce qu'ici, ça va couper tous les mots, alors que le faisant à la main, on va avoir les expressions de parfois 2, 3, 4 mots qui seront en entier, alors que là, ils vont être exploités. Moi, je faisais ça au début, je faisais avec les outils, et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus long, c'est clair, mais beaucoup plus efficace de le faire à la main. Alors, question de Jean-Charles. Faut-il se baser sur les mots-clés de l'annonce inhérents à la partie profil recherché ou ceux liés à la mission, à l'entreprise elle-même, par exemple? Profil recherché, c'est ce que le recruteur cherche. Alors, parfois, c'est un mix entre profil recherché. Pour moi, je mettrais en un profil recherché. En deux, la mission, parce que si vous avez eu des missions semblables, il faut le mettre. Et puis à trois, sur les éléments sectoriels. Sur l'entreprise elle-même, ça me paraît moins important. Mais clairement, ce que le recruteur va taper dans le moteur de recherche, c'est ce qui apparaît dans le profil recherché, en tout cas en général. Voilà, les résultats, quand vous faites ça, quand vous faites ce travail, à la 43% de hausse de visite, 100%, 133%, 82%, 186%, 150%, votre profil va être du coup beaucoup plus, va ressortir beaucoup plus souvent. Et si votre profil sort plus souvent pour des recruteurs, très logiquement, vous avez beaucoup plus de chances qu'il y ait des retours derrière. Voilà. Il y a peut-être sur les 10 minutes qui restent d'autres questions. Si c'est le cas, moi je serais ravi d'y répondre. Vous avez été super attentif depuis 3/4 d'heure. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je suis ravi d'y répondre sur les 10 minutes qui restent. N'hésitez pas. Entre-temps, je propose qu'il y a Grégoire, par exemple, ou Franck, ou Stéphanie qui sont venus déjà à des points individuels que je peux proposer pour rentrer plus en détail sur vos projets. Je vous mets le lien dans le chat. A priori, tout le monde a pu le voir. Ces rendez-vous, c'est du one-to-one. C'est pas payant, je ne facture pas ces rendez-vous, donc c'est totalement libre. Ceux qui sont déjà venus pourront confirmer qu'il n'y a aucune pression commerciale là-dedans. C'est vraiment pour parler de vous, de vos projets, vous dire simplement, c'est un truc tout simple. Est-ce que quand un recruteur vous cherche, vous sortez ou pas? Ça, c'est un truc assez basique. Et quand on ne maîtrise pas LinkedIn, quand on n'a pas été recruteur, c'est assez compliqué de savoir. Moi, les gens m'appellent en disant ouais, c'est génial, je suis content quand je me cherche, je me trouve. Ouais, parce que vous ne connaissez pas LinkedIn, mais moi qui était recruteur et qui était partenaire de LinkedIn, donc qui était formé par LinkedIn à l'outil, je peux vous assurer que quand je mets ma casquette de recruteur et que je cherche à trouver de quelqu'un d'autre, je ne vous trouve pas. Alors après, c'est sûr qu'on peut, dans les gens l'ont vu tout à l'heure, on peut miser sur les annonces, on peut miser sur le réseau, sur les candidatures spontanées, mais on se prive quand même, selon son expérience et selon son profil, de 15 à 20% du marché si on a un profil qui n'est pas du tout visible des recruteurs. Donc, c'est vraiment un point important à prendre en compte dans son profil. Voilà, est-ce qu'il reste encore une question ou l'autre? Alors, le cas échéant, voilà, je rappelle que
pour ceux qui ne sont jamais venus, que cette session est enregistrée, comme vous avez pu l'entendre en vous connectant, que vous aurez un mail dans l'après-midi pour aller voir le replay qui restera en ligne. Alors, c'est sur Facebook parce que c'est plus simple pour communiquer. Mais le profil, là, la vidéo restera en ligne. Vous aurez tout à fait le temps de revenir dessus. Si certains éléments, je suis passé relativement rapidement. Voilà, vous aurez largement le temps du replay. Question de Céline. Faut-il utiliser la bannière Open to Work? Alors, pour que ce soit clair, la bannière Open to Work, ça se passe... hop, on voit tous mes messages. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je montre à l'écran. Voilà, hop, je vais revenir sur mon profil. Hop. Voilà, c'est génial. Hop. Voilà. Donc, la bannière Open to Work, ça se passe ici, en fait, quand vous êtes sur votre profil, à l'écoute d'opportunités, vous cliquez sur le crayon. Et ici, vous avez une option, donc vous choisissez différents postes que vous recherchez, localisation, hybride ou à distance, votre lieu de travail physique ou en distanciel, temps plein, temps partagé, indépendant, etc., etc. Et puis à la fin, vous dites, voilà, est-ce que ces informations, de qui ces informations sont-elles visibles? Et il y a deux choix, soit uniquement les personnes qui ont LinkedIn Recruiter, donc l'abonnement très, très, très premium de LinkedIn, hein, c'est un abonnement, c'est une licence qui vaut plusieurs milliers d'euros annuels. Soit vous mettez que tout le monde peut le voir, mais dans ces cas-là, vous récupérez ce badge vert Open to Work. Alors, des retours que j'ai pu en avoir à la fois de recruteurs, de chasseurs et de spécialistes de la transition, c'est que mettre Open to Work n'apporte rien du tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas plus de contact pour ça. La disponibilité rapide d'un candidat, vous le savez très bien, les délais de recrutement sont extrêmement longs en France. Donc, le fait de dire je suis disponible tout de suite maintenant, c'est minimum un mois dans le temps que le processus se déroule. Même sur du management de transition qui est censé être dans l'urgence, maintenant les processus sont parfois extrêmement longs. Alors qu'a priori, management de transition, c'est quand même plutôt management de l'urgence. En fait, comme on dit les pros du recrutement, c'est que la disponibilité, enfin la vitesse ou la rapidité de disponibilité n'était pas dans le top 5 des critères. C'était dans le top 10 et pas dans le top 5 des critères les plus importants pour les recruteurs. Donc, le fait de mettre Open to Work n'apporte pas grand-chose. Donc, si vous le mettez, il n'y a pas de plus à l'aide. A priori, il n'y a pas d'éléments positifs à être Open to Work. En revanche, il peut y avoir des éléments négatifs. Donc, il peut y avoir des recruteurs qui se disent « Ah ben non, c'est quelqu'un qui est hors poste, je n'en veux pas. J'ai déjà 3 candidats hors poste, c'est suffisant, je ne peux pas en avoir plus pour mon client. » Il y a aussi, c'est ce qu'avait mis un pro du recrutement en commentaire d'un article que j'avais fait sur le sujet en disant il y a des recruteurs qui ont peur de recruter des gens hors poste en se disant bah, si je recrute quelqu'un qui est hors poste, c'est moi qui serai hors poste. C'est totalement surréel, subjectif, mais c'est un propos qui a été on retrouve aisément sur le poste en question hein, d'un recruteur posé sur un de mes contenus. Donc voilà, à partir de là, chacun fait ce qu'il entend, chacun fait comme il l'entend, chacun fait ce qu'il souhaite, mais au mieux c'est neutre, au pire c'est négatif. Jean-Charles, quelles sont les différences majeures entre les deux profils du début pour le DAF? Sur quel lieu mettre l'accent pour arriver à coup sûr dans les résultats de recherche, toujours sur les mots-clés, et d'autres subtilités? Jean-Charles, la différence majeure, c'est que je peux difficilement aller au-delà de il y a un profil qui sort, un profil qui ne sort pas. Après, oui, effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour. Il y a des choses à faire pour être sûr à 100% de sortir quand on vous cherche. Mais comme a priori, je ne sais pas d'autres qui d'autre sait faire que ça que moi en France. En tout cas, à chaque fois que j'en parle avec mes confrères, ils me disent que ce n'est pas possible. Or, si c'est possible, et moi je le garantis à tous les gens que j'accompagne, et pour l'instant, depuis 10 ans, il n'y a jamais personne avec qui je ne suis pas arrivé. Voilà, j'ai compris un truc là-dessus. Il y a quelques petites choses à faire qui peuvent... ça demande du temps de comprendre ce qu'il faut faire, mais après à mettre en place, pas forcément très long. Donc en fait, le travail, il est en amont pour bien comprendre ce qu'il y a à faire. Mais après, techniquement parlant, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Je sais le faire, ce qui fait que quand on cherche un DAF PGC
Benoît sort et que l'autre ne sort pas, c'est que j'ai bossé avec Benoît, je n'ai pas bossé avec l'autre. Maintenant, je ne peux pas dire quoi parce que voilà, ça c'est mon expertise, mais je ne peux pas dire quoi. Mais voilà, parce que encore récemment, j'ai échangé avec un de mes confrères en public qui mettait que ce n'était pas possible. Bah si, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème pour aujourd'hui. Moi, je garantis à tous les gens que j'accompagne que quel que soit votre positionnement, quand on le cherche, on vous trouvera sans aucun problème. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Il y a aucun, ça suit vraiment du référencement garanti, il n'y a aucun doute là-dessus. Autre question de Jean-Charles, conseillez-vous de mettre à jour le profil périodiquement pour remonter dans les réseaux de recherche ou est-ce qu'un profil utilisé par mots-clés suffit à lui-même, reste dans le top 1 de la page de résultats de ce que cherche le chasseur? Oula, il y a plein de questions dans une seule question. Conseillez-vous, la première partie de la question, conseillez-vous de mettre à jour le profil périodiquement pour remonter dans les réseaux de recherche? Je n'ai pas d'indication de l'efficacité de cette démarche. Alors, de fait, quand vous faites une recherche sur LinkedIn et que la recherche renvoie 3 ou 4 pages ou 5 pages, généralement, la première moitié des résultats sont à peu près pertinents. Après, ça n'est plus du tout. C'est-à-dire passer le premier tiers ou la première moitié des résultats. Après, vous arrivez sur des profils qui sont peu présents, peu actifs, peu de réseaux, etc., etc. Maintenant, le simple fait de mettre à jour son profil va pas le faire. Est-ce que le fait de modifier va le faire remonter? Non. Est-ce que le fait de faire une modification qui va le faire remonter? Oui, c'est-à-dire rentrer sur son profil, corriger, changer une virgule ou rajouter un espace ou simplement rentrer en mode édition, ne rien valider et valider un changement qui aurait eu lieu, ça ne sert à rien. Maintenant, il est clair que si vous faites une modification qui fait que vous changez un mot-clé et que vous passez d'un mot-clé non pertinent, non recherché à un mot-clé très recherché, oui, effectivement, il y aura un effet. Mais ce n'est pas le fait de modifier, c'est le changement que vous allez faire qui aura un effet. Mais l'effet peut être dans le même sens, dans l'autre sens inverse. C'est-à-dire que vous avez un profil qui aujourd'hui n'est pas si mal vu que ça. Vous changez un mot-clé, mais que le mot-clé que vous enlevez, en fait, va vous rendre beaucoup moins visible. Donc, ça peut marcher dans les deux sens. Est-ce qu'un profil optimisé par mots-clés suffit à lui-même? Oui, on le voit avec le profil de Benoît. Le profil de Benoît, il fait moins de 500 mots. Et Benoît, il a en moyenne une entrée par mois par des chasseurs de tête. Donc oui, ça peut suffire amplement, à condition bien évidemment de coller avec ce que les recruteurs cherchent. C'est-à-dire, si vous êtes le super expert de quelque chose que personne ne cherche, il est clair que ça va être difficile. Très clairement, ceux qui ces derniers mois étaient dans l'aérien, dans le tourisme, dans l'événementiel, c'était très très compliqué. Il y avait très peu de recrutement, donc vous pouviez très très bien avoir un super profil. C'est un peu de recrutement dans votre industrie, effectivement, ça a du mal à avoir des résultats. Ensuite, le dernier point, être dans le top 1 de la page de résultats de ce que cherche le chasseur. Ça, c'est plus compliqué pour une raison super simple, c'est que vous avez 3 clés de classement des profils, 3 éléments qui impactent. Le premier, c'est le contenu. Le contenu, ça fait que vous sortez ou vous ne sortez pas. Le deuxième, c'est la taille du réseau. LinkedIn va privilégier les contacts les plus proches. Donc, LinkedIn va mettre en avant, vous regardiez sur une page de résultats. Statistiquement, vous avez d'abord les niveaux 1, d'abord les niveaux 2, après les niveaux 1, après les niveaux 3, après les groupes, après les autres. Donc, voilà, c'est les deux. Et ça, vous avez la main dessus. On a la main sur le contenu, on a la main sur son réseau. On décide de qui est dans son réseau, qui n'est pas, on invite, on n'invite pas, on n'accepte pas les invitations. Donc, ces 2 critères, on a le choix. Le troisième critère qui va jouer, là encore, par exemple, sur 2 profils niveau 2 qui va en privilégier un par rapport à l'autre, en mettre en avant un par rapport à l'autre, c'est la personnalisation par rapport à celui qui fait une recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça c'est assez flagrant quand on fonctionne, quand on intervient dans un cabinet RH et qu'on fait un atelier avec différentes des chargés de recherche, sur la même recherche, vous aurez 2 personnes qui auront les mêmes résultats, pas dans le même ordre. Si là je fais une recherche de, je ne sais pas, DSI spécialiste du cloud, de l'IA et de la blockchain, j'aurai, je ne sais pas, 70 profils. On aura probablement tous 70 profils, mais le classement de ces 70 profils ne sera spécifique. Donc, très compliqué de garantir une première page de résultats parce qu'elle est personnalisée à celui qui fait la recherche.
Question de Jean-Charles, toujours en recherche d'emploi, est-il pertinent de souscrire à une version premium de LinkedIn? Est-ce superflu? Quelle est la plus-value? L'abonnement payant. Ce qu'apporte l'abonnement payant, c'est que vous avez ici sur la page d'accueil de votre compte LinkedIn les vues de profil. Les vues de profil, c'est sur 90 jours. Et comme j'ai un abonnement payant, ce qui est marqué ici, j'ai la liste. C'est-à-dire que si je fais défiler ma page, les 2451 noms vont apparaître à l'écran. Donc ça va être un petit peu long, mais j'ai fait un défilé là, et il y aura les 2450 personnes qui vont arriver à l'écran. Si je n'ai pas d'abonnement payant, je m'arrête à 5. Donc 5, vous voyez, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1 heure. Donc ça veut dire que sans abonnement payant, Adnan, qui est venu sur mon profil il y a 2 heures, je ne le vois pas, parce que je vois les 5 derniers. Ça, c'est un premier point. Donc, en fonction du trafic qu'on a sur son profil, ça peut être pertinent ou pas d'avoir un abonnement payant. C'est sûr que si on a 3 visites par semaine sur son profil, abonnement payant pour ce point-là, ça n'a pas grand-chose. On aura toujours les 5 derniers. L'autre point de l'abonnement payant, c'est qu'en fait, on n'a pas de limite dans l'utilisation du moteur de recherche. LinkedIn a bien compris que leur valeur ajoutée, c'est le moteur de recherche. Et le moteur de recherche, c'est efficace pour les candidats, c'est efficace pour les recruteurs, c'est efficace pour les commerciaux, les coachs, les consultants, les indépendants, tous ceux qui cherchent des clients sur LinkedIn. Et donc, LinkedIn limite le recours qu'on va avoir au moteur de recherche. Et passer à certains seuils que LinkedIn ne communique pas, on ne peut plus faire de recherche. C'est-à-dire quand on fait des recherches de profils sur LinkedIn, on a un message disant qu'on a épuisé notre quota, qui est un quota mensuel. Et donc, si vous avez une recherche d'emploi qui repose beaucoup sur l'offre de services, les candidatures spontanées, le networking, et que vous avez besoin de trouver dans les bonnes entreprises la bonne personne en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la typologie de l'entreprise, l'abonnement payant sera efficace. Si vous êtes sur LinkedIn en attendant qu'un recruteur vous trouve et peut répondre aux annonces que vous trouvez sur LinkedIn, l'abonnement, et pour publier de temps en temps, l'abonnement ne vous servira à rien. Donc l'abonnement, il est efficace si vous êtes très dynamique en utilisation du moteur de recherche pour trouver des profils. Mais tant qu'il n'y a pas eu de message de LinkedIn, tant que vous n'avez pas eu... Qu'est-ce qui se passe? Tant que vous n'avez pas eu de message de LinkedIn disant que vous avez épuisé votre quota de recherche, l'abonnement payant ne va pas être intéressant. Donc là, vous avez, quand ça vous arrive, il y a un message de LinkedIn à l'écran qui vous dit attention, votre quota est bientôt épuisé, qui vous dit ensuite attention, votre quota est épuisé. Mais tant que vous n'avez pas eu ces messages-là, c'est que vous n'êtes pas dans l'usage gratuit du moteur de recherche. Et dans ces cas-là, l'abonnement payant ne sert pas à grand-chose. Toujours Jean-Charles, pas de problème pour vos questions. Enfin, dernière question pour un profil orienté commercial afin d'élargir le spectre. Quel site ou job board conseillez-vous chaudement? Lesquels les conseillez-vous? C'est-il la question d'annonces vraies ou de vie via CV? Le LinkedIn, en fait, la difficulté de LinkedIn par rapport à votre question, c'est qu'il y a 2 types d'offres d'emploi sur LinkedIn. Il y a l'offre d'emploi que des recruteurs ont diffusée dans LinkedIn, qui sont a priori réels. Et puis, il y a bon nombre d'offres d'emploi que LinkedIn a récupérées sur des sites partenaires ou sur d'autres sites. Et donc, LinkedIn va rediffuser. En fait, il y a une bonne partie des offres qu'on trouve sur LinkedIn, qui n'ont jamais été publiées sur LinkedIn, mais qui sont là parce que LinkedIn les a récupérées dans des échanges avec des partenaires, ou parce que LinkedIn a un crawler qui est allé récupérer des offres d'emploi sur d'autres sites et sans forcément avoir leur accord, les rediffuse sur la plateforme. Le problème qui se passe, et par rapport à ce que vous dites sur des vraies ou des fausses annonces, c'est que très souvent, il y a une erreur d'aiguillage. Parce que vous avez plusieurs entreprises qui ont des noms différents, mais en n'ayant rien à voir. Et donc, ça va être, par exemple, j'ai eu le cas avec le Crazy Horse, que vous connaissez tous, de nom en Paris. À l'époque, le Crazy Horse, qui était un de mes clients avant avant Covid, quand vous allez sur la page du Crazy Horse, vous avez des annonces de recrutement pour des Crazy Horse Saloon au fin fond de la pampa du Midwest américain qui n'a absolument rien à voir avec le Crazy Horse à Paris. Et donc, quand vous postuliez, je ne sais pas où ça arrivait, mais clairement, là, ça n'arrivait à rien puisque c'était pour un saloon
Crazy Horse Saloon, je ne sais quoi, en Alabama, Kansas ou Arkansas ou je ne sais quoi, et pas du tout pour les Crazy Horse Paris, alors que c'était diffusé sur leur page. Des erreurs comme ça, il y en a extrêmement souvent. Il suffit de chercher en 5 minutes, on en trouve plein. Et c'est clair que pour ces offres, ce n'est pas que ce sont des fausses offres, mais simplement que la technique fait qu'elles sont mal réparties, mal attribuées, en tout cas qu'elles ne sont pas rattachées au bon employeur. Donc c'est ça la principale limite de LinkedIn. Après, en termes d'outils, je sais qu'il y a, ça c'est moi mon sujet, les job boards. Je sais qu'il y a Cadre Emploi qui est assez dynamique. Ça fait partie du giron du Figaro, il me semble. Figaro Emploi qui est assez dynamique sur le sujet. Mais je ne connais pas après tous les job boards du marché, malheureusement, pour vous répondre là-dessus. Ok, ça a été super dense, il y a eu beaucoup de questions. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup à Jean-Charles qui a posé plein de questions super pertinentes, super intéressantes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous réinscrire la semaine prochaine si vous le souhaitez. Jeudi, pour ceux qui ont suivi, jeudi prochain dans 2 jours, je fais ma 3e édition du webinaire sur toutes les nouveautés de l'algorithme de diffusion des contenus. Donc, rien à voir avec aujourd'hui. On va uniquement parler des contenus, des posts, des articles. Donc ça, c'est jeudi prochain. Si vous n'avez pas le lien, vous m'envoyez un message par LinkedIn et je vous envoie le lien pour vous inscrire si vous voulez. Si vous voulez revenir mardi prochain, comme tous les mardis, pour les sessions comme aujourd'hui chasseur, parce que vous avez d'autres questions qui viennent entre-temps, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je ne filtre pas, tout le monde est bienvenu. Et puis si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on échange sur votre situation, votre problématique, vos enjeux, les chasseurs qui ne vous contactent pas, etc., votre profil qui n'est pas suffisamment visité, vous prenez rendez-vous ensemble, puis on essaie de voir comment améliorer les choses. Merci à tous de vos messages, beaucoup de messages privés d'ailleurs, merci à tous. Voilà. Donc, et puis vous aurez un mail d'ici la fin, j'ai rendez-vous tout l'après-midi. Donc, vous aurez un mail d'ici la fin d'après-midi avec accès au replay de cette vidéo si jamais vous voulez voir le replay. Je vous remercie infiniment d'être venu. Je suis toujours très, très content, très heureux de voir que malgré beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de gens qui viennent tous mes webinaires toutes les semaines le mardi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci de vos questions et je vous souhaite le meilleur pour toutes vos démarches de recrutement ou de recherche de mission. Merci beaucoup.